l'image du pommier au-dessus du champ de colza est là toujours pour nous rappeler quel est le but que nous poursuivons tout au long de ces leçons d'astronomie, c'est de comprendre comment la matière s'est organisée à partir d'un chaos initial pour produire des structures de plus en plus complexes, dont ces admirables formes du monde animal et végétal. Et nous nous resituons sur notre pyramide de la complexité, qui est aussi la carte des progrès que nous faisons tout au long de ces leçons. Et je vous rappelle que nous sommes en ce moment dans cette phase, comment neutrons et protons se sont associés pour créer les atomes, et nous sommes dans la partie formation des atomes lourds, en particulier carbone, azote, oxygène, fer, silicium, et nous sommes en train de voir comment les étoiles sont responsables de la formation de ces noyaux lourds qui deviennent des atomes lourds quand des électrons s'y accrochent. Et on a vu dans la leçon précédente comment les étoiles brillent et comment, en correspondance, en rapport avec cet éclat, cette lumière qu'elles émettent, elles se réchauffent et elles arrivent à atteindre des températures très élevées. Les étoiles deviennent des creusets thermonucléaires dans lesquels les atomes s'associent, les protons d'abord pour donner l'hélium pour donner carbone, oxygène, ainsi de suite. Et l'histoire d'une étoile, c'est l'histoire, on pourrait dire, de la carrière nucléosynthétique, formation d'éléments à l'intérieur des étoiles, c'est l'histoire de l'évolution de l'étoile, de sa naissance à sa mort. J'ai mentionné que cette évolution d'une étoile peut se suivre sur deux plans différents. Il y avait d'abord le plan NZ, le plan proton-neutron, dans lequel on a mis tous les éléments, mais j'ai présenté à la dernière leçon un plan également important, c'est ce qu'on appelle le plan ou le diagramme Hertzsprung-Russell, le diagramme HR. Ce diagramme, ce n'est pas un diagramme d'atomes, c'est un diagramme d'étoiles. On a vu comment, si on dispose dans un diagramme avec en bas ici une échelle de couleur, du bleu au rouge, et ici une échelle de luminosité, les étoiles du ciel, toutes les étoiles, chacune selon leur luminosité et leur couleur, ces étoiles, en fait, ne couvrent pas ce plan, mais couvrent des régions bien précises, la principale étant ici cette séquence principale, là où les étoiles sont en train de transformer leur hydrogène en hélium, mais également une région ici qui s'appelle la région des géantes rouges, dans laquelle l'hélium se transforme en carbone et oxygène, une bande horizontale ici, où des réactions encore plus lourdes se produisent, qui engendrent des éléments encore plus lourds, et puis en bas ici, la région des naines blanches, les étoiles qui n'ont pas atteint la température, qui ne peuvent pas, à cause de leur faible masse, atteindre les températures suffisantes pour aller très haut, pour progresser très loin dans cette carrière nucléosynthétique. J'ai mentionné aussi que ce diagramme peut servir également à illustrer non pas l'état du ciel à un moment donné, on met toutes les étoiles telles qu'elles apparaissent aujourd'hui, mais ce sont des étoiles d'âge très différents, mais l'évolution d'une étoile donnée. Alors, avant d'aborder cela, je voudrais vous rappeler que les étoiles ici sont des étoiles qui sont extrêmement brillantes, les étoiles ici beaucoup plus faibles, et le fait que ces étoiles ici sont très brillantes a un effet sur leur vie. Ces étoiles brûlent, on peut dire, la chandelle par les deux bouts, ont une vie très courte. Et tout au long de ce diagramme, on passe d'étoiles dont les vies sont très courtes à des étoiles dont les vies sont très longues. Par exemple, les étoiles qui se trouvent ici, Rigel par exemple, ou des étoiles bleues, géantes bleues, ont une vie qui n'est guère supérieure à 10 millions d'années, ce qui est très court à l'échelle astronomique, c'est un feu de paille, 10 millions d'années. Et puis à mesure qu'on se déplace, on atteint ici des étoiles dont la vie est d'environ 100 millions d'années. Quand on arrive ici, ce sont des milliards d'années. Le Soleil qui se trouve quelque part là, c'est 10 milliards d'années. Et les étoiles qui se trouvent ici, on appelle des naines rouges, ces étoiles peuvent avoir des vies de 100 milliards et dans certains cas de 1000 milliards d'années. 1000 milliards d'années, c'est à peu près la durée maximum de la vie d'une étoile, et cela n'est vrai que pour des petites étoiles qui sont très économes de leur énergie, qui émettent leur énergie à un rythme extrêmement lent. Alors, nous allons maintenant regarder ce que donne le parcours d'une étoile comme le Soleil dans ce diagramme. Voilà, ici, pour simplifier le diagramme, nous n'avons mis
que la séquence principale. Et ce trajet va nous présenter quel va être le parcours du Soleil tout au long de sa vie. Le Soleil naît, on l'a vu, comme une masse de gaz. Toutes les étoiles naissent à partir d'une masse de gaz froide qui se réchauffe progressivement, qui est très peu lumineuse et qui brille, mais dans le rouge ou dans l'infrarouge, comme tous les corps qui sont relativement froids. Alors le Soleil est apparu donc il y a 4,5 milliards d'années. Il est apparu ici, pas très lumineux, mais très rouge. Et en se contractant, il a suivi un parcours qui est à peu près celui-ci. Il a passé par un maximum de luminosité. Puis il est venu atterrir ici, dans la séquence principale, au moment où sa température a été suffisante pour qu'il puisse brûler l'hydrogène en hélium. Pour le Soleil, c'est environ 16 à 18 millions de degrés. Alors, il en est là, dans son parcours, dans son trajet. Il va rester là encore un bon 5 milliards d'années, le temps de brûler son hydrogène en hélium. Et puis, quand cette transformation sera terminée, il va quitter la séquence principale, il va retourner dans cette région rouge, son noyau central va se contracter et la température au centre va croître, mais son atmosphère va s'étendre démesurément à l'échelle du système solaire. L'atmosphère du Soleil, à ce moment-là, va être bien au-delà de l'orbite de la planète Terre, probablement atteindra l'orbite de la planète Mars. Alors c'est pour ça qu'il va devenir très rouge, cette atmosphère est rougeoyante, son éclat va augmenter, et pendant tout ce parcours ici, il va se contracter jusqu'à ce qu'il atteigne les températures suffisantes pour transformer l'hélium en carbone et oxygène. À ce moment-là, nouvel arrêt, il va s'arrêter dans cette région-là. Ça dure beaucoup moins longtemps. Ici, il est resté 10 milliards d'années. Là, ce sera quelques centaines de millions d'années. Les températures sont maintenant très élevées. Les réactions thermonucléaires sont très rapides. Et il va transformer son carbone en hydrogène, son hélium en carbone et en oxygène. Et puis, quand cette transformation sera terminée, il va se déplacer dans cette direction, c'est-à-dire restant à luminosité à peu près constante. Il va changer de couleur, il va redevenir de rouge, il va repasser dans l'orange, et puis il va repasser vers le blanc et vers le bleu. Et dans cette direction ici, il va devenir ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Nous verrons un peu plus tard des belles images de toute cette séquence. Il va devenir une nébuleuse planétaire qui va évacuer sa matière vers l'extérieur. Et le noyau central du Soleil va redescendre ici. Il va devenir une naine blanche qui va se refroidir progressivement, c'est-à-dire que sa luminosité va décroître et en même temps, il va retourner vers des couleurs, il va repasser du bleu vers le blanc et peut-être vers le jaune quelque part ici. Donc voilà la vie du Soleil dans ce diagramme. Il arrive ici sous forme de nuage, il se réchauffe, il brûle son hélium. Quand il brûle son hydrogène, quand l'hydrogène est brûlé, il se réchauffe à nouveau, il brûle son hélium. Quand l'hélium est brûlé, il part dans cette direction qu'on appelle la branche horizontale. Il passe par-dessus la séquence principale, devient une nébuleuse planétaire, éjecte une bonne partie de sa matière et devient une naine blanche. Et il finira ses jours comme naine blanche dans une période qui peut s'étendre là sur des milliards d'années. Alors, maintenant que nous avons vu ce parcours du Soleil dans le diagramme d'Hertzsprung-Russell, nous allons passer à une représentation imagée de tout cela. Nous avons des images et nous pouvons voir des spécimens d'étoiles qui en sont à cette période, à cette période, à cette période. Et nous allons avoir une très belle séquence, ce sont des très belles images qui vont nous permettre d'illustrer ces différentes phases de la vie des étoiles. Pour illustrer la naissance et la vie des étoiles, nous allons visiter une région du ciel où cette activité est particulièrement intense. C'est la constellation d'Orion. Sur l'écran, vous la voyez telle qu'on la voit à l'œil nu. On la voit à droite de l'écran et l'étoile à gauche, brillante, c'est Sirius.
on reconnaît les trois rois mages et en bas, la nébuleuse d'Orion que nous allons voir en plus grand détail. Bien sûr, grâce à nos appareils, nous pouvons observer cette constellation avec des télescopes qui observent sur des longueurs d'onde différentes et ça donne des choses tout à fait remarquables. On en voit beaucoup plus. Là, on retrouve la constellation d'Orion. Les différentes étoiles sont marquées sont reliées par des traits. Et vous voyez que sur ce ciel, on a mis aussi des taches vertes et une lunule rouge qui sont détectables, qui sont visibles non pas à l'œil nu, mais avec, par exemple, des radiotélescopes. Il y a deux taches vertes importantes, une en bas et une autre vers le milieu. Ce sont des nuages interstellaires, c'est la matière de laquelle les étoiles de la constellation d'Orion se sont formées. Alors vous en voyez un très grand en bas qui s'appelle Orion A, et dans la partie supérieure de ce nuage, on va trouver la nébuleuse d'Orion, et on en voit un autre au centre un peu vers la gauche qui s'appelle Orion B, nuage Orion B, et c'est là que se trouve la fameuse tête de cheval. Presque toutes les étoiles de la constellation sont nées à partir de ce nuage qui, il y a 10 millions d'années environ, couvrait presque toute la constellation. Et toutes les étoiles que vous voyez, groupe A, groupe B, sont des étoiles qui se sont formées dans la période où le nuage était beaucoup plus grand. En d'autres mots, la formation d'étoiles se déplace progressivement. Quand les étoiles se sont formées à partir du nuage, le nuage se rétrécit. Aujourd'hui, il n'en reste plus que ces deux nuages, Orion A et Orion B, et on peut penser que dans 10 millions d'années, par exemple, il n'y aura plus de nuages dans Orion, et que là où vous voyez les nuages, nous allons voir des quantités d'étoiles nouvelles. Alors, un autre élément à considérer, c'est cette lunule rouge, qui s'appelle la boucle de Barnard. C'est un demi-cercle, et ce demi-cercle est probablement, même assez certainement, le restant d'étoiles qui sont nées dans la constellation, qui ont vécu toute leur vie et qui sont mortes et qui ont explosé et qui ont formé par leur résidu cette virgule, cette lunule que nous appelons des rémanentes supernovas. Pourquoi est-ce que des étoiles ont pu vivre et mourir dans la constellation d'Orion? Eh bien, tout simplement parce que je vous ai dit que la vie Orion est active en formation d'étoiles depuis au moins 10 millions d'années, et je vous ai mentionné que les étoiles les plus massives, les géantes bleues, vivent des périodes qui sont de cet ordre-là. Et nous savons déjà que dans cette région, il y a des étoiles qui ont eu le temps de naître, de vivre et de mourir et d'exploser en supernova. Et ce sont ces étoiles donc qui formeraient cette lunule de couleur vaguement rouge-brune que nous voyons et qui entoure, qui circonscrit au moins la moitié du centre actif de formation d'étoiles dans Orion. Alors nous allons maintenant regarder de plus près, nous allons faire des zooms pour voir ces différentes régions de formation d'étoiles. Et dans l'image suivante, nous allons voir par exemple ce que ça donne à l'œil du télescope infrarouge. Un télescope infrarouge qui s'appelle IRAS a été lancé dans l'espace il y a quelques années, nous a donné énormément de renseignements sur la formation des étoiles. Les régions très blanches que vous voyez là, nous retrouvons Orion A, Orion B, c'est ces régions où il y a beaucoup d'activité. Le rouge, c'est des régions où il y a moins d'activité, mais qui sont quand même visibles en infrarouge. C'est probablement des poussières chauffées par les nouvelles étoiles. Et en haut, le bleu, ce sont des grains de poussière, on appelle ça les cirrus galactiques, qui ne sont pas vraiment reliés à notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est la partie centrale, rouge et blanche. Regardons-y de plus près. Un zoom nous amène à voir dans la même photo, là c'est le regard optique, dans la même photo, en bas, la nébuleuse d'Orion, donc qui était au sommet du nuage Orion A, et un peu vers la gauche, la tête de cheval que l'on distingue à peine, vous la verrez un peu mieux plus tard, on en verra des agrandissements progressifs. La région de la tête de cheval à gauche, autour de cette étoile bleue, la région de la nébuleuse d'Orion en bas, sont en ce moment les centres les plus actifs de formation d'étoiles dans la constellation d'Orion.
zoome sur la nébuleuse, c'est-à-dire la partie qui était en bas au départ, cette luminosité très brillante, c'est la région très active de formation d'étoiles de la nébuleuse d'Orion. Et au centre, il y a 4 étoiles assez brillantes que nous allons revoir maintenant. Nous allons nous en approcher progressivement et en avoir des vues de plus en plus agrandies. Les 4 étoiles en question se retrouvent, ce sont les plus brillantes qui sont à gauche, et toute cette région est composée d'embryons d'étoiles enfouis dans cette masse de gaz en train de se contracter. Voilà encore un agrandissement plus grand. Là, vous voyez directement des embryons d'étoiles tels qu'on peut les voir avec des rayonnements infrarouges qui nous permettent de pénétrer plus profondément à l'intérieur de ces nuages. Les étoiles se forment dans ces nuages et ces nuages sont opaques au rayonnement visible. La lumière visible ne peut pas en sortir, mais quand on se place vers des longueurs d'onde un peu plus longues, quand on va vers l'infrarouge nous permet de faire ce qu'on peut appeler des radioscopies de ces nuages, c'est-à-dire de voir à l'intérieur un peu comme les rayons X nous permettent de voir à l'intérieur du corps humain. Donc on change de rayonnement et avec des rayonnements différents, on peut aller voir à l'intérieur comment ça se passe quand des étoiles sont en train de se former dans une masse de gaz. Alors maintenant, nous nous déplaçons vers la seconde région de formation d'étoiles dans la constellation d'Orion, c'est la tête de cheval. Là, vous la voyez très bien au centre, vous comprenez pourquoi on l'appelle tête de cheval. C'est également un grand nuage de gaz et de poussière opaque, et nous allons le revoir avec des agrandissements progressifs. C'est une très belle séquence. Le voilà à nouveau agrandi, et puis un agrandissement encore plus important, et finalement un agrandissement qui prend toute l'image, ou pratiquement. Vous voyez à la fois la masse de gaz de la tête de cheval et la lumière à l'arrière, c'est la lumière qui est émise par les étoiles en formation dans cette masse de gaz qui est en train donc de s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. Là, nous sommes dans la première phase de contraction, c'est la phase dans laquelle la force de gravité est beaucoup plus grande que la pression thermique, que la chaleur dans la masse de gaz, de sorte que la masse de gaz va s'effondrer jusqu'à arriver à former une structure qui sera suffisamment chaude pour être stabilisée par la chaleur, et cela va donner une étoile. En fait, cela va donner plusieurs étoiles. Dans notre diagramme de Hertzsprung-Russell, la série d'images que nous venons de voir, qui illustrait les étoiles en train de se former par l'effondrement de masses de gaz et de poussière, ça représente à peu près ce parcours-ci. Toutes ces masses de gaz se situent quelque part dans ce parcours jusqu'à l'arrivée, en tout cas si pour les étoiles de masse équivalente à celle du Soleil, jusqu'à l'arrivée ici sur la séquence principale. L'image que l'on voit maintenant sur l'écran, qui est dans une autre partie de la Voie lactée, on voit qu'on est dans la Voie lactée parce que le tissu très serré d'étoiles est caractéristique de ce qui se passe quand on regarde dans le plan de la galaxie. Eh bien, si on oublie ce tissu, on voit 2 phases de cette formation d'étoiles. À gauche, une masse sombre, opaque, c'est les étoiles en train de se contracter, mais pas suffisamment réchauffées pour briller. Vers le centre, il y a un petit groupe d'étoiles bleues. On les distingue parce qu'elles sont un peu plus... La surface est un peu plus brillante et elles ont une couleur caractéristique d'étoiles nouvelles. Ces étoiles bleues, c'est, en d'autres mots, la phase suivante. C'est ce qui se passe quand la masse de gaz s'est suffisamment contractée pour que des étoiles apparaissent. Donc, à gauche, on peut dire c'est l'état initial. Et à droite, la masse de gaz s'est contractée et a donné naissance à un groupe d'étoiles. C'est bien ce qui se passe en général. Un nuage de gaz ne donne pas naissance à une seule étoile, mais à un certain nombre d'étoiles, on peut dire à des portées d'étoiles,
et le nombre d'étoiles est proportionnel à la masse du gaz, bien sûr. Un petit amas, un petit nuage va donner relativement peu d'étoiles et un très gros nuage peut donner un beaucoup plus grand nombre d'étoiles. C'est ce que nous allons illustrer dans les images suivantes. Là, vous voyez l'amas des Pléiades. Les Pléiades, c'est un petit groupe d'étoiles visible à l'œil nu près de la Voie lactée. On les voit très bien en hiver en particulier. Ces étoiles, ce sont des étoiles qui sont nées tout ensemble il y a environ 30 millions d'années, ce qui est peu de choses à l'échelle astronomique. Et on voit très bien que ces étoiles sont encore couvertes de nébulosité. Elles ne sont pas ponctuelles comme les étoiles que l'on voit dans le fond, qui sont beaucoup plus faibles. Cette nébulosité est vraisemblablement un peu comme le résidu de la formation de ces étoiles. C'est comme ces étoiles n'avaient pas utilisé tout le matériel qui était à leur disposition. Il y a eu comme des rejets, et ces nébulosités, c'est un peu l'image de ces rejets. On verra que ces nébulosités sont constituées de poussières très très fines, et ces poussières joueront un rôle fondamental dans notre histoire, puisque c'est l'accumulation de ces poussières qui est responsable de la formation de planètes solides comme la Terre, la Lune et Mars. La Terre, la Lune et Mars existaient auparavant sous forme de ces poussières dispersées dans l'espace et qui brouillent les images comme celles que nous voyons devant nous. Nous allons voir cela de façon encore plus frappante par un agrandissement des Pléiades. Ce sont les mêmes Pléiades, le quatuor central, les 4 étoiles centrales, et on voit très bien qu'il y a comme ces filaments qui nous rappellent des cirrus. Ces filaments, ce sont donc ces petites poussières, petits grains de sable qui sont composés surtout de silicium et d'oxygène, donc c'est à peu près l'analogue des grains de sable. C'est beaucoup plus petit, les dimensions c'est de l'ordre du micron, et ces grains de sable vont jouer ce rôle de, par leur accumulation, donner naissance à des planètes solides telles que nous en trouvons dans notre système solaire. Les Pléiades sont nées donc de l'effondrement d'un nuage relativement petit, parce qu'il y avait relativement peu d'étoiles, mais dans certains cas, les nuages beaucoup plus massifs donnent naissance à une quantité beaucoup plus grande d'étoiles. Vous avez là un amas, on dit un amas globulaire, qui s'est formé par l'effondrement d'un très grand nuage et qui a donné naissance à au moins autour de 1 million d'étoiles. Vous avez là à peu près 1 million d'étoiles, semblables ou avec des masses différentes, mais semblables au Soleil, qui existent et qui brillent depuis des temps très anciens. On évalue l'âge de cet amas à 13, 14 milliards d'années, c'est-à-dire vous avez devant vous probablement les premières étoiles qui se sont formées dans la galaxie. Ce sont les plus vieilles étoiles qui existent dans notre ciel. Vous remarquez que ces étoiles, même après 14 milliards d'années, sont toujours ensemble. Elles sont toujours ensemble. Pourquoi? Parce que la masse de cet amas est tellement grande que le champ de gravité a permis à ces étoiles de rester ensemble. Elles n'ont pas pu quitter leur amas natal. Le Soleil, vraisemblablement, est né également dans un amas, puisque toutes les étoiles, en longtemps qu'on voit, se forment dans les amas. Mais le Soleil a quitté depuis longtemps son amas natal. On ne voit pas autour du Soleil une concentration importante d'étoiles comme cela. Cela veut probablement dire que l'amas qui a donné naissance au Soleil était un amas relativement petit, de sorte que les étoiles ont pu s'évaporer, comme on dit, ont pu se disperser dans la galaxie. Et vraisemblablement, il y a dans la galaxie un certain nombre d'étoiles qui sont en quelque sorte les frères ou les sœurs du Soleil, qui sont distribuées dans des régions que nous ne savons pas identifier, et nous ne savons pas aujourd'hui reconnaître quels pourraient être les frères et les sœurs du Soleil, c'est-à-dire ces étoiles qui sont nées dans ce même amas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cet amas devait être relativement petit, un peu comme l'amas des Pléiades. Les Pléiades vont vraisemblablement se disperser dans quelques millions d'années, et non pas dans un amas très gros, parce que si le Soleil était né dans un amas très gros, cet amas, à cause de son champ de gravité, reste ensemble, et nous serions dans une région du ciel particulièrement dense en étoiles, ce qui ne semble pas être le cas.
Nous avons maintenant terminé la première phase de la vie des étoiles, comment les étoiles naissent à partir de l'effondrement de grands nuages de matière interstellaire et comment elles s'établissent sous forme d'étoiles stables qui peuvent vivre pendant très longtemps. Le diagramme ici nous rappelle ce que nous avons appris. Une étoile ou même la masse de gaz qui va la former, on peut la représenter par ce grand cercle et on considère un élément à l'intérieur de cette masse de gaz et il y a toujours la force de gravité qui tend à l'amener vers le centre. Au début, avant que la contraction ne soit vraiment avancée, cette force vers le centre n'est pas compensée par une pression thermique qui va équilibrer cet objet, cette masse de gaz, cette unité de volume, et qui va lui permettre de rester en ce point. Mais progressivement, la température croissante, la pression thermique va se développer, et on va voir arriver un état d'équilibre entre la force de gravité vers le centre et la pression thermique vers l'extérieur. À ce moment-là, on peut parler d'une étoile, on dit que l'étoile est vraiment née. Maintenant, nous allons aborder le chapitre suivant, qui est le chapitre de la vie des étoiles. Et pour cela, nous en avons une sous les yeux, qui est bien commode, parce qu'on en est relativement rapproché. Et on peut avoir une idée de ce qui se passe dans une étoile moyenne, des phénomènes qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui chez bien d'autres étoiles. Notre Soleil est une étoile à mi-vie. Il a 4,5 milliards d'années. Il vivra encore, on évalue, à peu près 5 milliards d'années. Et pendant cette période, il est actif, il transforme de l'hydrogène en hélium par des réactions thermonucléaires. Alors nous allons le regarder de près grâce à des documents photographiques pris sous des longueurs d'onde, avec des longueurs d'onde différentes de celles que nous utilisons quand nous le regardons avec notre œil. La première image, c'est le soleil familier tel qu'on le voit. Il va se coucher dans la campagne. On voit le clocher qui apparaît dans la photo. Quand on le regarde avec des rayonnements différents, il nous présente une allure bien peu familière. Voilà ce que ça donne, par exemple, à d'autres longueurs d'onde qui sont plutôt dans le domaine des X, des longueurs d'onde plus courtes. Eh bien, on voit un soleil avec des quantités de taches blanches. Ce sont des régions très brillantes, de taches sombres. On voit qu'il y a des phénomènes d'activité d'une grande importance. Témoin, ces protubérances que l'on voit partir en bas à droite, qui sont comme des grands filaments qui peuvent s'étendre très loin dans l'espace. On va retrouver la même chose dans la photo suivante, où là, les protubérances sont absolument gigantesques. On a l'impression de voir une bouffée de matière incandescente qui sort du Soleil vers le bas à gauche. Et l'échelle de ces phénomènes est vraiment extraordinaire. Et ces phénomènes se mesurent en centaines de milliers de kilomètres. D'autres images prises à d'autres longueurs d'onde vont nous donner également une idée de l'activité à la surface du Soleil. Cette image, prise en rayonnement X, nous montre plutôt ce que nous appelons la couronne, c'est-à-dire la partie la plus élevée de l'atmosphère du Soleil. Et dans cette région, les températures deviennent très élevées, atteignent des millions de degrés, alors qu'à la surface du Soleil, la température est plus modeste. Elle est d'environ 5000 à 6000 degrés. Donc il y a un échauffement du Soleil à mesure qu'on s'éloigne de la surface. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons faire des études plus détaillées de la surface du Soleil et on voit beaucoup d'irrégularités, des masses, des taches sombres qui sont les taches solaires, des régions blanches qui sont des régions d'activité particulière. Voilà une image d'un groupe de taches. Ces taches qui nous paraissent comme des trous, et on a eu longtemps l'idée que c'était des cratères qui s'enfonçaient dans le Soleil. Eh bien, pas du tout. En fait, ce sont des régions un petit peu moins chaudes,
que la moyenne de la surface. Et cette température, cette baisse de température, s'accompagne de la présence de champs magnétiques très intenses. Les lignes de force du champ magnétique solaire sortent par ces taches et reviennent dans d'autres taches. Il y a une très forte activité magnétique à la surface du Soleil, activité qui est reliée à la rotation différentielle du Soleil. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le Soleil ne tourne pas d'un bloc. Il tourne un peu plus vite à l'équateur qu'au pôle. Et cette rotation différentielle a pour effet d'entraîner l'équateur par rapport au pôle. L'équateur, qui est tendu de lignes de force de champ magnétique, s'étire un peu comme une bande élastique qu'on étirerait. Et évidemment, l'énergie accumulée dans ces bandes, à un moment donné, est trop grande. Et il y a des ruptures, des cassures, analogues en un certain sens au tremblement de terre. Et quand ça casse, ça produit cette activité, ces taches très importantes que nous voyons ici, avec ces filaments qui semblent relier une tache à l'autre et qui, là aussi, sont de nature magnétique, c'est-à-dire que les champs magnétiques canalisent la matière dans la surface du Soleil et donnent ces filaments que nous voyons. Voilà une des plus grandes taches qu'on n'a jamais pu observer à la surface du Soleil. Cette tache est tellement grande qu'on pourrait y mettre la Terre entière. Notre Terre entière entrerait dans cette tache. Et vous voyez qu'aux abords de la tache, il y a une région grise, plus sombre, qu'on appelle la pénombre, et c'est la région dans laquelle les lignes de force magnétique sont canalisées vers l'intérieur de la tache. Cette image nous donne l'idée d'un autre phénomène très fréquent à la surface du Soleil. Ce sont des éruptions solaires. Ce que vous voyez à gauche, c'est l'aspect d'un certain nombre de taches à un moment donné. Et quelques secondes plus tard, toute cette région s'enflamme et vous voyez apparaître cette lumière blanche qui est le signe d'un orage à la surface du Soleil. Ces orages sont relativement fréquents, surtout dans les périodes de maximum d'activité solaire. Et ces orages ont des effets de grande importance puisqu'ils éjectent des particules rapides dans tout le système solaire et qu'on les sent ici, par exemple, à la surface de la Terre. Il y a des interruptions de communication radiophonique, il y a des aurores boréales, il y a énormément de phénomènes qui sont reliés à cette apparition très brutale, cette décharge très brutale d'énergie à la surface du Soleil. Voici maintenant un schéma qui représente précisément ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'accroissement de la température à la surface du Soleil à mesure qu'on s'élève au-dessus de la surface. Le centre du Soleil serait loin vers la gauche, il est beaucoup plus chaud, il est à 15, 16, 18 millions de degrés, on en reparlera un peu plus tard. La surface du Soleil est plus froide, quelque chose comme 5000 degrés. Et puis, en abscisse, on a les distances au-dessus de la surface en kilomètres, 100 kilomètres, 1000, 10 000 et 100 000. Et en ordonnée, la température. Et on voit que la température, qui reste relativement stable dans toute la région que nous appelons la photosphère du Soleil, s'élève progressivement vers les 1000, 10 000 kilomètres, c'est la chromosphère, et puis ensuite monte très rapidement jusqu'à des millions de degrés dans la région qu'on appelle la couronne. Cette région est extrêmement active et c'est de là qu'apparaît un phénomène d'une grande importance qu'on appelle le vent solaire. Ces gaz très chauds qui sont situés dans la couronne vont s'échapper dans l'espace et là aussi balayer continuellement tout le système solaire. On peut voir un peu mieux la couronne au moment d'une éclipse. Voilà, une éclipse de soleil, le disque noir, c'est le disque de la Lune qui est venu se placer tout juste sur la surface du Soleil et qui couvre complètement la surface du Soleil, mais non pas la couronne qui entoure le Soleil, et c'est pour cela qu'on voit cette région blanche avec des filaments qu'on devine s'éloigner dans différentes directions. On va avoir une image encore plus importante ici. À une période où la couronne était particulièrement développée, elle s'étend maintenant à la moitié du diamètre du Soleil, c'est-à-dire à quelques centaines de milliers de kilomètres.
Eh bien, c'est à partir de cette couronne, de cette région chaude, que naît ce phénomène que nous appelons le vent solaire. Ce vent solaire se propage dans tout le volume du système solaire et il atteint par exemple notre planète. Il est composé de particules d'hydrogène, d'hélium. La densité est relativement faible, quelques milliers d'atomes par centimètre cube. Les vitesses sont très grandes, elles peuvent correspondre à des milliers de kilomètres par seconde. Et les températures équivalentes, là aussi, sont de millions de degrés. Ce vent solaire, qui est très chaud, cependant, ne contient pas beaucoup de particules et n'échauffe pas beaucoup les planètes, même s'il est très chaud. Mais il a une influence très importante dans ce qu'on appelle la magnétosphère de la Terre. Ce que vous voyez là, le petit centre qui est à peu près au centre, un peu en haut à gauche, c'est la Terre. À partir de la Terre, on voit partir des lignes de force, ce sont les lignes de force du champ magnétique terrestre, et on voit comment elles sont déformées. À gauche de la sphère terrestre, elles se referment sur elles-mêmes. À droite, elles sont allongées, prolongées, et elles s'étendent très loin dans l'espace. Cette déformation, elle est précisément due à l'arrivée du vent solaire. Le vent solaire arrive, les particules du vent solaire arrivent en haut à gauche, frappent cette surface blanche qui est en quelque sorte la frontière de la magnétosphère et la déforme dans le sens du vent et produit une grande queue magnétique de la Terre qui s'étend très loin dans l'espace, qui à certaines occasions peut aller aussi loin que la Lune, par exemple. Eh bien, voilà un des effets de ce vent solaire. Ce vent solaire a d'autres manifestations importantes. Par exemple, les aurores boréales. On connaît bien les aurores boréales ici au Canada, puisqu'on n'est pas loin du pôle nord magnétique, qui est quelque part dans la terre de Baffin. Et à certaines périodes, pendant certaines années, par exemple, pendant les années de maximum d'activité solaire, et les années 89, 90, 91 en sont, le vent solaire croît considérablement en intensité. C'est des véritables bourrasques de particules qui arrivent vers la Terre. Ces particules sont piégées dans la magnétosphère terrestre et cette magnétosphère, qui est une sorte de réservoir à particules dans ce qui s'appelle les zones de Van Allen, pour le nom d'un astrophysicien qui les a découverts la première fois autour des années 50-60, eh bien, ces particules sont accumulées dans ces zones, et ces zones débordent à l'occasion, et quand elles débordent, les particules reviennent vers la Terre et font ce qu'on appelle des aurores boréales. En voici une autre image. On les voit donc surtout dans les régions du Nord, bien sûr, mais aussi dans les régions australes. Ces magnifiques dessins mouvants qui prennent des couleurs différentes, du vert, du rouge, sont dus à l'arrivée dans la haute atmosphère de notre planète de ces particules du vent solaire qui frappent les molécules d'oxygène en particulier, qui les excitent et ces molécules ensuite émettent ce rayonnement vert qui est caractéristique des aurores boréales. Les mouvements très rapides nous montrent qu'il s'agit de mouvements violents de particules allant dans un sens ou dans l'autre. Pendant un été, je travaillais comme travail d'été dans les mines de fer de Longava, dans une période qui était très active en aurore boréale, et je me souviens que j'en ai vu pratiquement tous les soirs. Le vent solaire a également des effets importants sur les queues des comètes. Dans l'image qu'on voit ici, la comète, la tête de la comète se trouve en bas et la queue qui s'étend très loin dans l'espace, on voit très bien la dispersion des différents jets de particules qui en émergent. Cette dispersion nous dit qu'à cette période, le vent solaire était particulièrement actif
et qu'il y avait des bourrasques de vent solaire. Le vent solaire n'est généralement pas très régulier, il arrive par bourrasques, et ces bourrasques se reflètent en dispersant de cette façon les queues des comètes. C'est de cette façon, en fait, qu'on a eu la première idée de l'existence du vent solaire, bien avant d'en avoir détecté la réalité à partir des sondes, des satellites qui ont été lancés autour des années 1960. On va parler maintenant de ce fameux cycle d'activité solaire. On a vu qu'à certaines périodes, le Soleil devient plus actif, les taches sont plus nombreuses, les protubérances, les éruptions également, le vent solaire devient plus puissant, les aurores boréales et aussi les effets sur les comètes. On s'est aperçu aussi que le Soleil n'est pas toujours à un même niveau d'activité, qu'il y a un cycle d'activité et qu'à tous les 11 ans environ, il passe par un maximum à une certaine année et puis ensuite un minimum et 11 ans plus tard, nouveau maximum. C'est-à-dire il y a plus de tâches, plus d'activité, plus de protubérances et tout cela. Ça fait presque 3 siècles, presque 4 siècles maintenant, qu'on est en mesure d'étudier ce cycle d'activité, de montrer ces variations de l'activité solaire au cours du temps. On la calcule, l'activité, on la mesure généralement en comptant le nombre de tâches qu'il y a à la surface du Soleil, et cela se fait depuis une période donc, qui date d'environ 1600. Et ce que vous avez devant vous, c'est précisément tous ces pics qui montre comment, à certaines années, ça passe par un maximum et ensuite on passe par des minimums, des minima. Cette année, donc, en 90-91, nous sommes dans un maximum particulièrement important, peut-être le plus important qui ait jamais été enregistré depuis qu'on enregistre ce phénomène. Et vous avez devant vous tous ces pics qui montrent qu'il y a effectivement des maximums qui sont plus importants que d'autres, et surtout des périodes qui, curieusement, pendant lesquelles, curieusement, le Soleil semble totalement inactif. Il y a eu une très grande période d'inactivité qui date d'environ 1660 à 1715. On appelle ça le minimum de Maunders. Apparemment, pendant cette période, le Soleil ne manifestait aucune activité particulière, même aux périodes qui correspondaient au maximum de son cycle. Pourquoi c'est le cas? Pourquoi à certains moments donnés, il y a des maximums plus importants que d'autres? Pourquoi une période de 11 ans? On n'a pas de réponse à ces questions. En gros, on comprend quelle est la structure de cette activité solaire. C'est, comme je l'ai mentionné plus tôt, relié à la rotation différentielle du Soleil, à l'accumulation d'énergie et de tension magnétique à cause de cette rotation différentielle, un peu comme on tire sur les bandes élastiques et à un moment donné ça casse. Mais pourquoi cela casse avec une régularité de 11 ans? Ce n'est pas d'ailleurs très régulier, mais c'est à peu près 11 ans. On n'a pas de réponse précise à cette question. Depuis quelque temps, on observe le même phénomène chez un certain nombre d'étoiles. On s'est aperçu que c'est un phénomène très fréquent et que les étoiles, donc, ont également des périodes d'activité, des maximums d'activité. Ça n'est pas toujours 11 ans, dans certains cas, c'est 25 ans, 10 ans ou 5 ans. C'est un phénomène à l'étude, mais je crois que même en ce moment, même si on comprend en gros ce qui se passe, on est loin d'avoir le détail précis de ce qui fait que le Soleil a cette activité périodique et surtout la réponse à la question pourquoi 11 ans plutôt que n'importe quelle autre période. Maintenant, nous avons exploré en détail la surface du Soleil, nous avons vu toute cette activité superficielle. Nous allons revenir au centre, là où pour nous se passent les choses les plus importantes, puisque dans le cadre de ces cours d'initiation à l'astronomie, nous avons en particulier pour but d'étudier comment l'univers s'est organisé et en particulier comment les atomes sont apparus. Et on l'a mentionné plus tôt, les atomes apparaissent à l'intérieur des étoiles par des réactions thermonucléaires. Ces réactions thermonucléaires produisent de nouvelles particules. Ces réactions également engendrent de l'énergie et donc permettent au Soleil de briller.
Alors, dans le dessin que vous voyez ici, nous allons maintenant quitter la surface du Soleil, nous allons nous enfoncer. Après une première surface qui est en ébullition, c'est comme si la surface bouillait, on arrive dans une région plus tranquille qui s'appelle la zone radiative. La température augmente progressivement et quand on arrive dans la partie centrale qui s'appelle le noyau du Soleil, les températures atteignent 16-17 millions de degrés et c'est là que se produisent les réactions nucléaires qui engendrent de l'hélium à partir de l'hydrogène. Dans le diagramme que l'on voit ici, j'ai repris dans notre plan NZ ce qui se passe dans le Soleil. L'hydrogène est transformé en hélium, mais aussi il y a une autre activité moins importante pour le Soleil, plus importante pour des étoiles plus massives. Il y a une autre façon de transformer l'hydrogène en hélium qui implique comme catalyseur la transformation de l'azote, du carbone en azote et de l'oxygène en azote. Cela s'appelle le cycle de Bethe. C'est une autre façon pour le Soleil et surtout pour les étoiles plus massives de transformer de l'hydrogène en hélium. Plan NZ, mais rappelez-vous, on a aussi le plan HR et nous allons voir ce qui se passe dans le plan HR quand le Soleil transforme son hydrogène en hélium. Mais auparavant, revenons à ces chapitres successifs d'énergie des étoiles. Nous avons vu donc qu'à sa naissance, le Soleil était en contraction et qu'il obtenait son énergie en diminuant son volume et en se réchauffant, ce qui lui donnait la possibilité de compenser les pertes d'énergie dues à son éclat, dues à sa lumière. Quand on a atteint la température de quelques 10-15 millions de degrés, les réactions nucléaires ont commencé et l'énergie nucléaire a pu prendre en charge la tâche de compenser les pertes. Et puis, un peu plus tard, et c'est à ce chapitre que nous arrivons maintenant, l'hélium a commencé à devenir très important au centre du Soleil. L'hydrogène diminuait progressivement. Aujourd'hui, on est à peu près à 50-50, 50% d'hydrogène, 50% d'hélium, donc 50% de carburant et 50% de cendres. Eh bien, à cette période, dans quelques milliards d'années, 4 à 5 milliards d'années, l'hydrogène sera épuisé, il y aura de moins en moins d'énergie nucléaire, la puissance, l'énergie nucléaire ne sera plus en mesure de compenser les pertes et le Soleil va se réchauffer à nouveau et se contracter à nouveau et cela va correspondre à un mouvement important du Soleil ou plutôt du point représentatif du Soleil sur le diagramme de Hertzsprung-Russell, le diagramme HR. Je vous rappelle que ce diagramme, c'est un diagramme dans lequel on a mis ici les couleurs des étoiles, rouge vers bleu, et ici leur luminosité. Je vous rappelle que les périodes de contraction que nous avons vues jusqu'ici représentent un trajet comme celui-ci. Le Soleil est parti du rouge, il est devenu jaune, il a la luminosité solaire, par définition. Pendant toute cette période, il a transformé son hydrogène en hélium. Et maintenant, quand l'hydrogène est épuisé, le Soleil va commencer à se recontracter et il va monter ici. Et pendant cette période, il va vivre à nouveau de ses réserves gravitationnelles jusqu'à ce qu'il atteigne le point où la température est suffisante pour que l'hélium, les cendres de la fusion de l'hydrogène, deviennent le carburant, c'est-à-dire que l'hélium se transforme à son tour en carbone et en oxygène. Nous retrouvons dans ce diagramme ici sur l'écran le plan NZ et on voit comment la fusion de l'hélium permet 3 héliums donnent un carbone, 4 héliums donnent un oxygène. Mais avant de suivre le Soleil dans sa voie vers la région des géantes rouges,
j'aimerais revenir en arrière et vous présenter un problème majeur de l'astrophysique contemporaine. C'est un problème qui a trait précisément au Soleil et au noyau du Soleil. Nous savons depuis les débuts de la physique nucléaire que les réactions nucléaires dans les étoiles n'émettent pas seulement des photons, de la lumière, du rayonnement gamma, ils émettent aussi une autre particule, le neutrino, dont on a déjà parlé auparavant. Ces neutrinos, ce sont des particules qui n'ont pas de masse, ou en tout cas qui ont une très faible masse, et ces particules se propagent beaucoup plus facilement dans la matière que la lumière. Les neutrinos, par exemple, qui sont émis au centre du Soleil au moment des réactions thermonucléaires, ces neutrinos vont directement jusqu'à la Terre, traversent la surface du Soleil, traversent tout le volume du Soleil et traversent le volume de la Terre sans aucune difficulté. De sorte que, pour nous, ils témoignent précisément de la réalité des réactions thermonucléaires. Là encore, il s'agit d'une prédiction qui avait été faite par les astrophysiciens. Un peu avant la guerre, Hans Bethe a eu cette idée que l'énergie des étoiles venait des réactions nucléaires, et cette idée amenait à une prédiction. S'il est vrai que les étoiles sont des réacteurs thermonucléaires, alors il devrait y avoir des neutrinos qui sont émis pendant ces réactions. Ces neutrinos devraient pouvoir être détectés sur la Terre. Dans les années 1960, grand succès, on fait des télescopes à neutrinos qui marchent bien, et on détecte effectivement qu'il y a des neutrinos qui viennent du centre du Soleil, et c'est une confirmation éclatante de la théorie de l'origine nucléaire de l'énergie stellaire, de la lumière des étoiles. Cependant, il y a un petit problème, c'est que bien qu'on observe des neutrinos, effectivement, mais on n'en observe pas autant qu'on voudrait. Les calculs théoriques qui tiennent compte de toute la structure du Soleil prédisent qu'on devrait recevoir un certain flux de neutrinos. En fait, on en reçoit à peu près 3 fois moins. On en reçoit à peu près le tiers. Et cette question de savoir pourquoi le Soleil émet 3 fois moins de neutrinos que ce que nous pensons qu'il devrait émettre en tenant compte de nos théories contemporaines de la structure du Soleil, de la structure des étoiles, des réactions nucléaires, est un problème qui est présent dans la communauté scientifique depuis presque 30 ans maintenant. C'est un problème majeur. Il y a eu des développements récents dans cette question depuis quelques années. Nous avons d'autres télescopes à neutrinos qui ont bien confirmé le manque et qui nous permettent de dire un peu plus sur pourquoi il y a ce manque. Au début, on a pensé qu'il s'agissait peut-être d'une mauvaise connaissance de la physique des étoiles, que peut-être on n'était pas tout à fait au point, que peut-être les théories n'étaient pas capables de calculer avec une telle précision ce qui se passe au centre des étoiles. On a revérifié, on a confirmé, on a fait des quantités d'études. Cela semble peu crédible aujourd'hui, et il y a maintenant l'idée que ce problème des neutrinos va nous apprendre quelque chose, non pas sur la structure du Soleil, mais sur la structure des neutrinos eux-mêmes. C'est-à-dire que les modèles de physique des particules qui décrivent les neutrinos, ce qu'on appelle les modèles standards, ces modèles, peut-être, ne nous donnent pas une bonne idée des propriétés des neutrinos, en particulier de ce qu'on appelle le moment magnétique des neutrinos, ce qui leur permet de changer d'orientation ou de changer même de nature quand ils traversent un champ magnétique. Et ça, c'est tout à fait passionnant. C'est tout à fait passionnant parce que depuis quelques années, ce modèle standard des particules élémentaires marche très bien, et on construit régulièrement de nouveaux accélérateurs pour essayer de le prendre en défaut, pour l'améliorer, parce qu'on sait par ailleurs qu'il a des défauts, non pas des défauts sur le plan que les observations ne correspondent pas aux théories, mais des défauts, une sorte d'incohérence ou de malaise, parce qu'il n'est pas tout à fait cohérent sur le plan mathématique. Et on cherchait désespérément des expériences qui nous donneraient la possibilité d'améliorer ce modèle, et alors que les accélérateurs les plus puissants persistent à nous dire que ce modèle est bon, ce qui est tout à fait frustrant pour nous, en fait, on se rend compte aujourd'hui que la nouvelle physique, comme on dit, ce qui va nous permettre d'évoluer dans l'étude des particules élémentaires, et en particulier des neutrinos, c'est peut-être ce qui arrive du centre du Soleil.
Un autre phénomène qui est en même temps à confirmer et nous permet d'aller un peu plus loin dans ce sens, c'est la supernova qui a éclaté en 1987. Nous allons en parler un peu plus tard. Cette supernova également a émis un très grand nombre de neutrinos. Nous avons reçu là un flash de neutrinos qui a aussi confirmé nos théories sur la nature des supernovas, sur l'effondrement d'une étoile comme étant un mode de formation de supernova. Mais là aussi, il y a des problèmes et il semble que si on met tout cela ensemble, l'étude du Soleil et de cette supernova va nous permettre de progresser dans la connaissance de la physique des particules élémentaires. Et ça, c'est un phénomène nouveau, pas tout à fait nouveau, qui a existé auparavant, bien sûr. Newton, par exemple, a pu établir les lois de la gravité universelle en observant les astres, mais depuis cette période, les astrophysiciens ont plutôt utilisé les résultats de la physique pour comprendre les astres, et c'est relativement nouveau que le chapitre revient à nouveau. On essaie d'obtenir de la nouvelle physique en regardant le comportement des astres. Donc, ça fait partie de ce dialogue entre les astres et les accélérateurs. Les uns donnent des renseignements qui sont importants pour les autres et vice-versa. Et cette rencontre de la physique et de l'astrophysique, qu'on a vue dans le cadre de la cosmologie auparavant, qu'on retrouve maintenant dans le cadre de l'étude du Soleil, c'est un aspect passionnant de la recherche contemporaine.